moi je vais rapidement vous parler un peu de notre programme rapide sur la Ligue par rapport à l'éducation. Donc ça va être rapide, pas très long. Je vais juste rapidement rappeler aussi la démarche de la Ligue, donc très brièvement. Je vais rappeler le constat du système d'éducation, du système éducatif en Afrique, les grandes lignes de nos propositions, pas dans le détail. Je rappelle que dans la Ligue panafricaine de Moja, quand nous parlons d'Afrique, nous incluons Haïti, Jamaïque et tout ça. Il ne faut pas que cela soit... Parce que nous considérons que ces territoires-là n'existent que parce qu'il y a la tragédie africaine. Et ce sont nos frères, ce sont nos sœurs qui sont là-bas. Donc, quand on dit Afrique, il faut intégrer tout ça dans le dispositif, hein, pour que ce ne soit pas considéré comme un oubli. Donc, nous, en tant qu'organisation, notre démarche, je l'ai synthétisée dans cette sorte de pyramide. Donc, nous sommes une organisation panafricaniste politique. Nous nous sommes créés sur le fondement selon lequel les panafricanistes existent toujours sur le continent africain et dans la diaspora, mais politiquement, ils n'existent pas. Il suffit de regarder le paysage politique africain, dans tous les pays africains, dans les grandes consultations électorales, il n'y a pas de panafricanisme. Personne ne parle de panafricanisme. Et Dieu le sait que ce mouvement est prolifique sur le plan intellectuel. Jusqu'aujourd'hui, s'il y a encore de la production purement africaine, ce sont les panafricanistes. Sur la culture, sur l'histoire, et ainsi de suite. Mais politiquement, ils ne sont pas là. Toutes leurs revendications sont politiques. Ils veulent les États-Unis d'Afrique. Ils veulent la défense commune. Ils veulent la monnaie commune. Tout ça, c'est politique. Mais ils ne sont pas dans la politique. Donc nous disons que toutes les manifestations panafricanistes, culturelles, historiques, tout ça, c'est très bien. Il faut les faire, il faut faire vivre le panafricanisme. Mais s'il n'y a pas le pendant politique, ça n'a pas de sens. Et d'ailleurs, le panafricanisme, dans ses manifestations les plus éloquentes, donc tous les congrès panafricains qui ont eu lieu dans l'histoire, sont des congrès politiques. Et donc, l'histoire récente, il y a 30 ans à peu près, a fait que les leaders panafricanistes ont été exclus du champ politique. Exclus. Parce que assassinés. Les Sankara, les Lumumba, les Kwame Nkrumah ont été expulsés par des assassinats violents. Donc il faut y revenir. Il faut trouver les moyens de revenir dans le champ politique. Sinon, toute notre littérature panafricaniste ne sert à rien. Ne sert à rien. Donc c'est pour cela que cette organisation existe. Nous voulons encourager les panafricanistes, pousser les panafricanistes dans tous les territoires africains à revenir dans le champ politique. Et les panafricanistes de l'Occident, qui ne peuvent pas se battre pour nos pouvoirs en France, ce n'est pas notre objectif, hein, ni en Italie, non. Que les panafricanistes de l'Occident aident les panafricanistes de Jamaïque, de Brazzaville, de Bangui, d'Abidjan, à avancer dans le champ politique. C'est ce que nous voulons faire. C'est le fondement de cette organisation. Donc notre démarche consiste à dire que les panafricanistes doivent se battre pour partir de la base vers le sommet. C'est-à-dire qu'il faut conquérir le pouvoir partout, où c'est possible. En commençant par la base. Parce que l'Afrique est tellement dans une situation d'aliénation, même si vous faites le vote, un référendum aujourd'hui pour ou contre les États-Unis d'Afrique, vous allez voir que les panafricanistes vont perdre. Parce que des siècles d'esclavage, un siècle de colonisation et le néocolonialisme aujourd'hui a tourné la tête des populations. On a deux fois l'impression que la différence ethnique avec le voisin est plus importante que les États-Unis d'Afrique. Alors que c'est le parapluie le plus important, en fait, les États-Unis d'Afrique. Et donc, ne serait-ce que ça, si on ne peut pas résoudre ça, en fait, les États-Unis d'Afrique, c'est un leurre. C'est pourquoi les panafricanistes doivent faire le travail à la base. Il faut que les panafricanistes soient aux côtés des étudiants, des retraités, des chômeurs, pour se battre avec eux tous les jours en Afrique. C'est pourquoi nous disons qu'il faut aller de la base vers le sommet, il faut conquérir les municipalités, il faut conquérir les députations, il faut être dans les sénats, il faut se battre partout où c'est possible, où il y a le pouvoir. En fait, les panafricanistes se battent partout, sauf dans ces endroits-là. C'est comme si les panafricanistes sur le continent africain sont interdits d'accéder, en tout cas de rentrer dans le champ politique. Donc voilà, donc nous disons qu'il faut partir de la base vers le sommet et ensuite conquérir les territoires actuels, parce que nous ne sommes pas un mouvement désincarné, nous connaissons la réalité. Autant nous disons que les États africains actuels, c'est ce qu'on appelle la berlinisation, c'est-à-dire que c'est la conférence de Berlin de 1985 qui a créé en fait la situation que nous connaissons encore aujourd'hui. Comme quoi, vous voyez, hein, on est au XXIe siècle, mais l'Afrique vit encore une géopolitique de 2 siècles. C'est-à-dire que ce que nous vivons aujourd'hui dans les petits territoires africains, c'est la conséquence des décisions d'une conférence qui a eu lieu en 1885. Et c'est pour ça qu'il y a
Il y a des territoires, il y a des chasses gardées. Les États-Unis ne vont jamais intervenir dans l'Afrique centrale sans l'accord des Français. Les Français ne vont jamais intervenir dans le précaré anglais. Et ce n'est pas que des vœux pieux, ce sont des réalités. Et ces réalités nous impactent. Si nous sommes en Occident aujourd'hui en exil économique, c'est à cause de ça. On a beau tourner le problème autour du pot, le problème il est là. Et donc nous considérons que ces territoires existent, donc on ne peut pas faire les États-Unis sans conquérir ces territoires. Nous ne les considérons pas comme des nations à part entière, on considère comme des territoires, donc il faut les conquérir. C'est le deuxième stade. Le troisième stade, ce sont les États-Unis d'Afrique. La flèche à gauche rouge, c'est donc de la base vers le sommet. Mais comme la politique est complexe, la politique n'est pas écrite, donc on n'exclut pas de passer par d'autres chemins, de commencer par la conquête du territoire et conquérir la base et faire les États-Unis d'Afrique. C'est fondamental. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, on va faire les États-Unis d'Afrique sans avoir travaillé les populations. Donc la question de l'éducation pour nous est très importante. Donc nous avons inscrit notre programme, puisque nous avons deux étapes. La première étape, c'est la conquête de nos territoires actuels. Et puisque ces territoires vont servir de base pour les États-Unis d'Afrique, il va falloir mettre en place des politiques d'éducation, puisque c'est le cas où c'est le thème d'aujourd'hui, des politiques économiques, des politiques diplomatiques, tout ce qu'il faut pour que les populations soient apprêtées à accepter les États-Unis d'Afrique. Il ne faut pas se tromper. C'est pas parce que moi, Diogène, intellectuellement, je pense que les États-Unis d'Afrique c'est bien, que les populations qui sont tribalisées pensent que c'est bien. C'est ça le problème. Donc il faut travailler le territoire, il faut travailler le terrain. Travailler le terrain, c'est pour ça que nous disons qu'il faut passer de la base vers le sommet. Et évidemment, on n'exclut pas l'autre possibilité de conquérir les territoires d'abord. Toujours, il faut travailler les populations et aller vers les États-Unis d'Afrique. Ça, c'est juste le rappel que je voulais faire de la mission de la Ligue panafricaine. C'est une organisation, disons, qui est tout à l'heure modestement mondiale, parce que nous sommes en train de nous... Le panafricanisme ne peut pas être que sur le continent africain physiquement. Le panafricanisme, ne serait-ce que par son histoire, doit s'éparpiller dans le monde entier. C'est l'histoire du panafricanisme, l'histoire de l'éparpillement forcé des Africains. Je rappelle que ce sont souvent des Africains qui sont partis du continent, qui ont commencé à penser le panafricanisme. Je pense ici à Henri Sylvester de Liam, je pense à Du Bois, je pense à Marcus Garvey, tous ces gens-là. Donc ça veut dire que l'Afrique, physiquement, est là, géographiquement, mais l'Afrique est dans les cœurs de tous ces Africains qui sont partis depuis toujours, qui n'ont jamais oublié leur continent. On ne peut pas faire le panafricanisme sans eux. Et ceux qui se demandent pourquoi on est avec les Antillais, pourquoi on est avec les Martiniquais, pourquoi on est avec les Guadeloupéens, c'est simplement comme si on voulait dire que s'il n'y a pas eu la tragédie que nous connaissons, il n'y aurait jamais eu la Martinique, il n'y aurait jamais eu la Guadeloupe, que nous connaissons aujourd'hui, peut-être. Donc c'est l'Afrique. Donc ça c'est la démarche de la FNPU. Ensuite, je vais passer rapidement au constat que nous faisons du système éducatif en Afrique. On ne va pas me répéter un peu même de la Jamaïque, d'Haïti. Alors, la situation aujourd'hui éducative, si vous voulez, de ces territoires, plus ou moins, si vous allez dans un pays africain, vous allez vous rendre compte que la question du système éducatif est une question terrible. Vous ne savez jamais quel est le ministère de l'Éducation sur les questions d'éducation primaire. L'éducation, sur les questions d'éducation, enseignement supérieur, technique, la recherche fondamentale. Il y a au moins 4 ou 5 ministères. En gros, l'Afrique vit aujourd'hui une situation de désarticulation administrative de l'éducation, du système éducatif. Ça, c'est un vrai problème. Dans les années 60, quand nous avons accédé aux indépendances, nous avons plaqué les modèles de nos anciens colonisateurs. En Afrique francophone, on a pris carrément le modèle français, on a plaqué, c'est un modèle centralisateur énorme. En Afrique anglophone, on a pris le modèle anglais, on a plaqué. Au fur et à mesure, dans les années 70-80, il a fallu revoir tout ce modèle. On a fait, donc on est parti d'un extrême à un autre. Aujourd'hui, en Afrique, le système éducatif est influencé par tout ce qu'on appelle les systèmes des Nations Unies, le PNUD, je ne sais pas quoi, tous ces systèmes-là viennent influencer le système éducatif africain. Et ainsi, on est parti d'un grand ministère centralisé dans les années 60, notamment en Afrique francophone. On en est aujourd'hui à, je ne sais pas, 4 ou 5 ministères de l'éducation. Avant, on avait un ministère de l'enseignement primaire, secondaire, supérieur et de la recherche. Voilà, c'était ça. Les ministères des années 60, c'était ça. Après, avec l'influence de tous ces organismes internationaux spécialisés qui sont venus sur le continent pour imposer des modèles d'éducation, nous avons cassé tout ce système pour donner un système complètement cloisonné. Aujourd'hui, on a le ministère de l'enseignement chargé de l'alphabétisation et du supérieur. Le ministère de la recherche, on ne sait pas si c'est la recherche fondamentale ou appliquée. On a le ministère chargé de la formation
de l'emploi, ainsi de suite. Et on a aussi des ministères, par exemple le ministère de l'Agriculture dans beaucoup de pays, s'occupe aussi des écoles spécialisées dans l'agronomie. Le ministère de Télécom s'occupe aussi des écoles, ainsi de suite. C'est un fatras, c'est un désordre. Donc nous considérons que c'est un désordre administratif, et dans tous les pays africains, nous devons réfléchir sur la façon, ça c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est l'anarchie que cela crée. L'anarchie que cela crée, parce que si on ne peut pas s'adresser efficacement à des autorités administratives pour son enseignement, en fait, évidemment, il y a un désordre qui se crée, il y a une difficulté de gérer, par exemple, les ressources. Hein, les ressources déjà qui sont assez maigres, en personnel, en équipement, tout ce qu'on veut. Et il y a aussi la coordination de ces secteurs qui est difficile. Comment, par exemple, le ministère de l'Agriculture va s'occuper des écoles d'agronomie, mais pour les examens, c'est le ministère de l'Éducation qui les prépare. Bon, vous voyez. Donc tout ça, ça fait un désordre en Afrique. Ensuite, vous avez l'absence d'entretien des infrastructures, les statistiques non fiables, par exemple, on confond le taux d'alphabétisation et le taux de réussite. Des fois, on vous dit, le simple fait que les enfants aient été inscrits à l'école, donc à la première classe, là, le simple fait d'avoir été inscrit, donc il y a un taux d'alphabétisation. Mais quand on regarde à la fin du cycle primaire, si on était 1000, il y a 200 personnes à la fin. Et on vous dit, il y a un taux d'alphabétisation de 100%. C'est quoi le taux d'alphabétisation par rapport au taux de réussite? Et ce sont des confusions comme ça qui sont entretenues pour masquer la réalité du système éducatif africain. Le contenu des enseignements est très aliénant. Ça n'émancipe pas, ça ne libère pas. Le contenu de l'éducation en Afrique, c'est quelque chose de très très grave. Voilà un peuple qui a connu tant de siècles d'esclavage, un cycle de colonisation, un néocolonialisme violent avec des pouvoirs dictatoriaux, des régimes totalitaires, avec un Occident encore puissant sur le continent. Le système éducatif, que voulez-vous qu'on en fasse? Ça va être le système aliénant. C'est pour ça que même la question de l'éducation est un combat. De la même manière que la question de l'économie, la question de la diplomatie, la question de la défense africaine, l'éducation est un combat. C'est le nerf par rapport à la Renaissance africaine. Donc l'éducation, comme je disais tout à l'heure, ne peut pas ne pas être aussi impactée par tout ce système de domination qui écrase tout le monde. C'est pour ça qu'il faut vraiment travailler là-dessus. La libéralisation sauvage en Afrique des écoles, ceux qui ont grandi sur le continent, vous savez bien qu'il y a encore 20 ans, les écoles étaient la prérogative de l'administration publique, de l'État. Depuis les années 90, on appelle ça les conférences nationales, avec la fin de la chute du mur de Berlin et l'échec du communisme. Le libéralisme a gagné partout sur le continent. Et quand vous allez sur le continent, vous avez des écoles partout. Des écoles qui ne sont pas contrôlées, des enfants qui... Je dis ça, vous allez à Haïti, c'est pareil, vous allez jamais c'est pareil. Donc cette réalité-là, c'est une réalité que nous devons cerner pour pouvoir trouver des solutions. Rapidement pour finir, donc avant de présenter les grandes lignes de nos propositions, j'ai mis là la photo de professeur Abdou Moumouni. Je ne sais pas si beaucoup de gens connaissent Abdou Moumouni. C'est le premier agrégé de physique à la période de la décolonisation, dans les années 50. C'est un Nigérian. C'est le père de l'énergie solaire. Ce monsieur a commencé dès les années 60 à dire aux Africains que nous avons de l'énergie solaire dans ce continent, arrêtons de gaspiller l'eau. Pour faire de l'énergie, il faut faire de l'énergie solaire. Il n'était pas écouté. Aujourd'hui, on envoie tout le monde entier. Énergie solaire, énergie solaire. C'est le père de l'énergie solaire, Abdou Moumouni. J'ai mis à côté aussi le livre qu'il a écrit sur l'éducation en Afrique. C'est un livre référence. S'il y a un livre, quelqu'un a travaillé sur la question de l'éducation, sur la question de l'éducation, de la période coloniale, ce qu'il faut faire pour l'avenir, c'est ce livre, L'éducation en Afrique. Cette version est très importante. Il y a une préface de Joseph Kizerbo, une belle préface de Joseph Kizerbo. Lui aussi, il a travaillé sur l'éducation. J'ai mis ce livre et cette référence parce qu'on parle de l'éducation justement. J'en profite pour faire connaître Abdou Moumouni. Je pense que quand vous citez des physiciens dans le monde entier, n'oubliez pas ce monsieur Abdou Moumouni qui est mort dans les années 91-92 dans l'anonymat total. C'est l'un des premiers grands physiciens africains. Il a formé des quantités de physiciens en Afrique. Et il est, d'ailleurs, l'université de Niamey porte son nom, je pense, au Niger. Voilà. Donc, sur nos propositions, la Ligue se donne pour tâche, dans les territoires où nous sommes aujourd'hui, si nous accédons au pouvoir, de faire une réorganisation de notre système éducatif.
de décloisonner. Ce cloisonnement n'est pas bon. De rendre une cohérence dans tous ces secteurs et justement de faire une réorganisation beaucoup plus panafricaine. Aujourd'hui, aucun pays africain, avec tout ce qu'on nous raconte, ne peut rivaliser les grandes puissances en matière d'éducation. Seul, c'est impossible. Il y a des universités comme par exemple dans les grands États américains, aucun pays ne peut le faire. Tous nos hommes politiques qui passent pour expliquer j'ai un projet pour le pays, je vais développer le pays, c'est du mensonge. Parce qu'aucun pays aujourd'hui ne peut rivaliser les grandes puissances comme les États-Unis en matière d'éducation. Ne peut rivaliser l'Union européenne, ne peut rivaliser la Chine, ne peut rivaliser la Russie. C'est un mensonge, pur mensonge. Parce qu'à ce niveau-là, ce sont des milliards. Si vous voyez des universités, des laboratoires de pointe d'aujourd'hui, lorsque un homme politique se pointe devant vous pour vous dire je vais développer ce pays, c'est carrément impossible. Sauf si on prend le risque de dire on va le faire ensemble. C'est le minimum. Même ensemble, c'est compliqué. C'est le minimum. Aucun pays ne... Aujourd'hui, les ressources sur le continent en matière d'éducation pour pouvoir donner aux Africains une meilleure éducation. C'est une vision panafricaine qu'il faudrait avoir. Des pôles de recherche, des pôles de laboratoires. Parce que si vous voyez seulement aux États-Unis, quelques États qui ont des laboratoires, mais c'est carrément des budgets de 5, 6, 7 États africains. Comment on peut rivaliser dans ce domaine-là? Je dis rivalité parce que les autres le prennent pour de la rivalité. Ce n'est pas juste une question de former les leurs. C'est pour former les leurs, il y a la conquête du monde. Donc si nous voyons l'éducation comme la façon d'apprendre à quelqu'un à lire et écrire, sans pour autant préparer des gens capables, dans ce monde d'aujourd'hui, d'être prêts, c'est pas possible. On n'aura rien fait. Donc l'éducation est une affaire d'ambition. C'est pourquoi, dans notre programme, nous disons qu'il faut réorganiser notre système éducatif. Il faut qu'il y ait une implication dans la formation des jeunes enfants, des parents. Dans le milieu rural, par exemple, vous avez des situations extraordinaires où un enfant, parce qu'après lire le français, du jour au lendemain, ses parents sont devenus des parents analphabètes. Il y a un décalage. L'enfant va à l'école depuis 2 ou 3 ans, mais quand il revient à la maison, il peut pouvoir parler français avec ses parents. À partir de là, il y a un décalage qui se crée. Et ça va être comme ça toute la vie de cet enfant qui va se sentir plus connaissant que ses propres parents parce qu'il a appris à lire le français. Et les parents ne peuvent pas intégrer en fait, le système éducatif de son enfant. Il faut absolument qu'on intègre dans le milieu rural les parents dans la formation de leurs enfants. Ce qui veut dire que l'alphabétisation, même ce terme, il faut le redéfinir. Qu'est-ce que ça veut dire l'alphabétisation? Est-ce que ces parents qui n'ont pas appris le français ou l'anglais sont autant ignorants, n'ont pas de connaissances? Ça pose des problèmes. Donc, on finira avec le malthusianisme dans la formation. Le malthusianisme dans la formation, bon, le mot, là, on peut l'enlever, Malthus, ça veut simplement dire que des fois en affiche, on dit un examen qui aurait dû avoir 1000 élèves en Afrique et il y a 200 élèves. Donc on dit que l'examen, ce diplôme est bon. Ce diplôme n'est pas bon. Si on devait avoir 1000 élèves, on a 200 élèves, ça veut dire qu'on a laissé combien d'élèves entre-temps? Donc le système est mauvais. Nous avons souvent des conceptions sur les questions de l'éducation assez particulières. Le problème, ce n'est pas qu'il y ait plus d'enfants qui arrivent pour présenter un diplôme, c'est qu'est-ce qu'il y a assez d'enfants préparés, bien préparés pour présenter un diplôme. Et c'est là où nous disons qu'il y a un malthusianisme de l'éducation, une sorte d'élitisme que nous avons hérité de la colonisation et qui crée en fait des désordres depuis des discriminations. Donc il faut arrêter avec ça. La question linguistique doit être régularisée. Il n'est pas normal que des langues aussi vivantes que le Swahili, le Lingala, le Haoussa, toutes ces langues-là ne soient pas enseignées et former les gens là-dedans en mathématiques, en physique et autres. Il y a un problème. Les enfants africains, aujourd'hui encore, au XXIe siècle, souffrent le martyre où, à l'âge où ils doivent apprendre une langue et une matière. Ce que les autres enfants du monde ne font pas. On ne peut pas quand même continuer à faire se connaître à ces enfants ces problèmes que nous avons hérités de la colonisation, et les enfants d'aujourd'hui payent. Un enfant qui parle lingala, apprenez-lui les mathématiques en lingala. Qui parle Haoussa, apprenez les mathématiques en Haoussa. Il y a eu un président africain qui s'appelle Julius Nyerere. Dans les années 60, il a décidé de faire du Swahili la langue dans le pays, la langue officielle, la langue intellectuelle dans le pays. Il a été critiqué par tout le monde. Mais le Tanzanien d'aujourd'hui n'est pas moins intelligent que l'Ivoirien, le Congolais ou le Centrafricain. Le Swahili est aujourd'hui enseigné partout. On enseigne des mathématiques en Swahili, et ainsi de suite. Il faut rendre hommage à Julius Nyerere. À l'époque, on a dit non, parce qu'il a fait ça, ça suppose que la Tanzanie connaîtra
des retards dans le développement. Non. La Tanzanie n'a pas connu de retard de développement par rapport aux autres. La Tanzanie souffre autant de problèmes, d'inégalités, de développement dans le monde comme tout le monde. Mais le Swahili a été protégé, au moins. Il faut régler ce problème. Nous faisons souffrir le martyr à nos enfants, encore aujourd'hui, lorsqu'ils vont à l'école, il faut apprendre une langue étrangère. Parmi nous ici, nous sommes adultes, quand vous apprenez l'anglais, vous savez ce que ça veut dire, c'est difficile. Mais à ces enfants-là, on leur apprend et le français et l'anglais, et en même temps, quand ils rentrent chez eux, ils doivent parler la langue maternelle. Mais ce n'est pas possible. Il faut que ces langues-là soient optionnelles, que progressivement qu'ils apprennent le français et l'anglais, ce n'est pas grave. Ce sont des langues internationales, il n'y a pas de problème. Mais qu'ils ne soient pas si violemment traités dans l'éducation. Les enfants africains sont des enfants qui sont des héros, ces enfants-là. Il faut applaudir pour ces enfants. Décoloniser le contenu des savoirs dispensés. Je suivais l'actualité il n'y a pas très longtemps dans un pays comme la Bolivie. Je rappelle que l'Amérique latine, les indépendances ont sonné là-bas un siècle et demi avant les indépendances africaines. Au XXIe siècle, un pays qui a 2 siècles d'indépendance. Evo Morales a créé un ministère de la décolonisation. 2 siècles après l'annonce de l'indépendance. Évidemment, Evo Morales, comme les Chavez, vont se tourner en ridicule dans les médias internationaux. Ceux qui ont été des colonisateurs hier ne se regardent jamais. C'est eux qui se moquent souvent des autres. Chavez, c'est un gros mot. On rappelle juste que Chavez a nationalisé le pétrole de son pays. C'est sa légitimité, c'est son droit. Evo Morales a créé un ministère de la décolonisation. Il y a le programme de décolonisation même dans l'armée. Aujourd'hui, au XXIe siècle, allez vérifier. Ça veut dire que nous n'avons pas assez pris en compte les dégâts de la colonisation de notre mental, de notre système éducatif. Il faut le faire au scalpel, en tout cas. La colonisation continue encore à ruiner, en tout cas, les bases culturelles des pays africains, enfin des Africains, dans leur éducation. Donc voilà, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Nous avons en tout cas un programme dans la LPU pour dire qu'il faut décoloniser, le mot n'est pas assez fort, décoloniser le contenu du système, enfin, des savoirs. Il faut une sorte de connaissance commune, puisque nous voulons faire les États-Unis d'Afrique, nous voulons que dans chaque territoire où nous allons aller, il faut que les Africains aient des bases communes, qu'ils connaissent leur passé commun. Ça donnera le sentiment d'appartenance pour aller vers les États-Unis d'Afrique. Une nouvelle politique panafricaine de la recherche scientifique, là aussi c'est très important, je ne vais pas me répéter. Tout à l'heure je le disais déjà, on ne peut pas aujourd'hui, sur le continent africain, envisager la question de l'éducation sans la question politique de l'unité. Parce que ne serait-ce que par rapport à la concurrence qui nous est imposée, on ne peut rien faire. Et les hommes politiques qui disent le contraire, si ce n'était pas des vies, si ce n'était pas tout ça, c'est criminel. On ne peut pas laisser entendre ce genre de choses. Parce que ces pays sont sous domination, globalement, même si à l'intérieur, il y a des mouvements de résistance à cela, il faut concevoir ce problème de façon globale. Voilà, j'en ai enfin terminé. Bon, voilà. C'était le site de la LPU, Ligue panafricaine Umoja. Je vous prie qu'on continue donc cette journée, la journée consacrée à la question de la femme, harmonie femme-noire, la Renaissance africaine. Ce petit intermède était juste pour vous parler de ce que la LPU a comme... C'est beaucoup plus vaste ce que je voulais dire, mais bon, on pourrait synthétiser sur la question de l'éducation. On peut concevoir la Renaissance africaine sans la question de l'éducation. Merci beaucoup.